Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Opération reconquête de l'opinion pour Nicolas Sarkozy en déplacement dans les Ardennes. Plus de 4 ans après son discours à la France qui se lève tôt, le chef de l'État, en berne dans les sondages, tente de renouer avec les Français. Mais pour Martine Aubry, il restera le président du gagner moins et payer plus. Notre invité politique sur ce sujet et d'autres, Jeannette Bougrave, secrétaire d'État à la jeunesse. C'est une victoire d'EDF sur les tarifs de l'électricité fixés à 42 € le mégawatt. L'État a tranché en faveur de l'électricien qui vendra à ses concurrents un quart de sa production. Alors quelles sont les conséquences sur le consommateur? Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud. Alors que le conflit libyen se prolonge, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, prévient que la France va intensifier ses frappes aériennes, mais il exclut toujours l'intervention de forces au sol. Sur place, les rebelles évoquent le chiffre de 10 000 morts et la situation humanitaire empire à la frontière tuniso-libyenne. L'occasion pour nous ce soir de parler des répercussions de ce conflit sur la Tunisie et de faire le point de manière plus générale sur la transition démocratique dans le pays. Notre invité, c'est une figure intellectuelle reconnue, le juriste tunisien à la tête de la haute instance de la révolution et de la réforme politique, Yad Ben Achour, et c'est tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir, le 18 décembre 2006. Le candidat Nicolas Sarkozy était venu délivrer à Charleville-Mézières un discours à la France qui se lève tôt. Aujourd'hui, 4 ans et demi plus tard, le président Sarkozy en berne dans les sondages est revenu dans les Ardennes à la reconquête de l'opinion. Mais pour la première secrétaire du PS, Martine Aubry, rien à faire, il restera le président du payer plus et gagner moins. Tous les détails avec Mounir Soussi. Les Ardennes, une zone sinistrée par l'effondrement de l'industrie avec un taux de chômage supérieur de 3 points à la moyenne nationale. C'est ici que Nicolas Sarkozy a promis, contre vents et marées, que les salariés auront leur part du gâteau dans la reprise économique qui se profile. Quand ça ne va pas, mesdames et messieurs, c'est les salariés et les ouvriers qui sont les premiers à qui on demande un effort. Quand ça va mieux, il est normal qu'ils soient associés à ce mieux. Et personne ne me fera changer d'avis. S'il y a 86 milliards d'euros à distribuer aux actionnaires, il doit y en avoir une petite partie aussi à distribuer aux salariés. Parce que si ça va mieux dans les entreprises, les salariés sont pour quelque chose. Le lieu de cette annonce n'a pas été choisi au hasard. C'est dans cette région qu'en 2006, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, avait lancé son slogan « Travailler plus pour gagner plus ». 5 ans et une crise mondiale plus tard, beaucoup de promesses de campagne sont restées lettres mortes. Et la gauche doute de l'efficacité d'une telle prime et y voit une manœuvre du chef de l'État. Tout ça, c'est du bidon. On n'a pas besoin de primes, mais de salaires revalorisés. D'autant plus que la prime en question, ça serait limité aux entreprises dont les actionnaires font des bénéfices, c'est-à-dire que ça concernerait, dans le meilleur des cas, 10% des salariés français. Le montant de la prime n'est pas arrêté. La semaine dernière, le ministre du Budget, François Baroin, avait évoqué le chiffre de 1 000 €. Nicolas Sarkozy veut une entrée en vigueur rapide. Le gouvernement a pour mission de faire voter une loi au mois de juin. Et Nicolas Sarkozy poursuivra ses déplacements. Il sera jeudi au Havre pour évoquer la politique maritime de la France, des déplacements qui ressemblent de plus en plus à un début de campagne. D'ailleurs, selon le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, la candidature de Nicolas Sarkozy en 2012 est un secret de polichinelle. Peut-on bloquer le prix des carburants? La question est plus que jamais à l'ordre du jour. Après le record historique atteint par le prix de l'essence, le Parti socialiste presse le gouvernement de bloquer ce prix par décret. Et vous allez le voir, les socialistes se fondent sur un précédent bien connu. Sandra Cerquera. Le litre d'essence à 2 €, c'est ce que prédit le patron de Total. Nous n'en sommes pas encore là, mais les prix à la pompe continuent à flamber. À gauche, on réclame un décret pour bloquer les prix. Il y a une urgence sociale en ce moment, c'est une mesure évidemment transitoire et temporaire, mais nos concitoyens ont besoin qu'on leur donne un coup de main. Le PS se fonde sur un précédent connu. En 90, en pleine guerre du Golfe, Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre, avait pris cette décision. Sauf que pour le gouvernement, le contexte n'est plus le même, il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement.
Ceux qui le disent savent pertinemment que le décret en question, ne porte pas sur les prix, mais sur les marges. C'est-à-dire que c'est un décret qui permet d'encadrer les marges, mais qui n'interdit pas l'augmentation des prix. Pour cet économiste, à droite comme à gauche, les mesures ne sont pas convaincantes. Bloquer les prix coûterait trop cher à l'État, surtout en cette période de crise. Quant à l'allègement fiscal proposé par le gouvernement aux automobilistes, c'est selon lui une mesure injuste. Je pense toujours à la personne payée au SMIC qui prend sa voiture pour aller au boulot tous les matins, alors que le cadre supérieur qui a une voiture de fonction, pour laquelle il se fait rembourser son carburant, à mon avis, c'est pas une grosse perte de pouvoir d'achat pour lui. Ce qu'il faudrait, c'est cibler les mesures gouvernementales pour aider ceux qui sont le plus pénalisés. Avec pourquoi pas la mise en place d'un chèque essence pour aider les catégories les plus touchées par la hausse des prix. Allez, dans un instant, notre décodage économique avec Jean-Louis Gombault, qui est déjà là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et je présente notre invité ce soir, l'invité politique du 22h, Jeannette Baugrave. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Nous allons parler de politique dans un instant. D'abord Jean-Louis, parlons économie. Puis politique un petit peu d'ailleurs, avec l'annonce du ministre Éric Besson, c'était ce matin sur Europe 1, une annonce qui s'apparente à une victoire finalement pour l'électricien EDF. Comme il l'avait souhaité, l'électricien pourra vendre à partir du 1er janvier prochain son électricité à 42 € le mégawatt et pour les consommateurs. Alors c'est donc à 42 € pour les concurrents d'EDF qui, eux, le revendront ensuite aux consommateurs. Jusqu'à présent, le coût de production de EDF était basé sur 35 €. Et à partir de ces 35 € le mégawattheure, il y avait toute la pyramide tarifaire d'EDF pour arriver jusqu'à nous, où on le paie 116 €, parce qu'aux 35 €, il faut ajouter le coût du transport, les frais commerciaux, les frais de gestion, etc., etc. Mais ce matin, le gouvernement a dit, après consultation d'un certain nombre d'experts, non, le coût de production d'EDF n'est pas de 35 € aujourd'hui, compte tenu des recyclages et des besoins d'investissement, mais de 42 €. Alors évidemment, automatiquement, ce n'est pas parce que vous augmentez le coût de production d'EDF que le prix au consommateur va systématiquement augmenter. Mais ça me paraît extrêmement difficile. Alors jusqu'en 2013, ça n'augmentera très très peu. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2013, c'est le gouvernement qui fixera les tarifs d'EDF. Mais la loi prévoit qu'à partir de 2013, ça échappe au gouvernement et ça revient dans les mains d'une commission de régulation indépendante, et EDF a bon droit pour dire écoutez, on me dit, vous-même vous dites que notre coût de production est de 42 €, comment vous pouvez maintenir les tarifs sur un coût de 35 € antérieur? Donc on va vers une augmentation des tarifs de l'électricité, pas immédiate, mais le couloir pour cette augmentation est maintenant engagé. C'est inéluctable. On a noté la victoire d'EDF et donc de M. Proglio. Pourquoi est-ce que le chef de l'État, c'est lui qui s'est occupé personnellement de ce dossier, pourquoi il a tranché en faveur de M. Proglio? Surtout qu'il a beaucoup bagarré contre. Déjà, ça a coûté son poste à M. Gadonex, qui avait dit que le coût de l'électricité augmentera de 30% sur 4 ans. Il y a une polémique récente pour dire non, ça n'augmentera pas. Et ça va, de fait, augmenter. La réponse, c'est Fukushima. C'est-à-dire que depuis déjà de très nombreuses années, EDF dit il faut absolument que j'investisse beaucoup plus dans mes centrales pour développer mon parc. Mais c'est un tel tarif politique que tous les politiques résistaient face à cela. Et puis maintenant, Fukushima, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des pays comme l'Allemagne et l'Italie cet après-midi qui a annoncé qu'elle renoncerait maintenant à terme au nucléaire, qui décide de tourner la page. Et visiblement, la France n'en a pas l'intention, compte tenu de l'importance du nucléaire dans sa production électrique, 80% de l'électricité. Mais elle sait qu'il va y avoir maintenant des critères de sécurité internationaux qui vont être beaucoup plus renforcés avec Fukushima et que dans ces conditions, les besoins d'investissement d'EDF que nous connaissions vont se trouver être maintenant renforcés et qu'il va falloir beaucoup d'argent pour pouvoir passer le cap des certifications. Et donc, on est dans une situation nouvelle qui fait qu'effectivement, sans dire que M. Besson est allé à Canossa ce matin, il s'est rendu compte certainement à une certaine dose de réalisme. Merci beaucoup Jean-Louis. Vous restez avec nous pour poser aussi des questions à notre invité politique, Jeannette Baugrave. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, le président était en déplacement aujourd'hui dans les Ardennes. Il a beaucoup parlé emploi, salaire et primes. Est-ce que c'est le début de la campagne ? Ça, c'est toujours les interprétations qui sont faites par la presse. C'est une question. Écoutez, quand on est membre du gouvernement, on a suffisamment de dossiers et on doit s'occuper d'améliorer la situation de nos concitoyens au quotidien. Donc, je vous avoue que
quand on doit travailler sur le suicide des jeunes, quand on doit travailler sur la question de l'emploi des jeunes, quand on doit travailler sur demain je suis à Bourges pour parler des conditions d'addiction, quand la semaine dernière j'étais là avec des jeunes de Bondy qui étaient des jeunes chômeurs qui pourtant étaient diplômés et à qui on permettait de passer le permis de conduire. On va parler de tout ça, mais ça n'empêche pas que... Est-ce que, selon d'ailleurs, Alain Juppé l'a dit tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères, que vous connaissez bien, oui, vous avez longtemps travaillé à ses côtés, politique. Voilà, votre mentor, il a dit que c'était un secret de polichinelle, la candidature de Nicolas Sarkozy en 2012. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Écoutez, moi je pense que je n'ai pas à m'exprimer sur tel ou tel point de vue, parce que on n'attend pas de moi ce que je m'exprime ou que je commente ce genre de... Alors, pas sur celle-ci, peut-être une autre. Est-ce que selon vous, il peut y avoir, selon vous, un autre candidat possible au centre et à droite? Et là, je pose l'accent à la femme politique que vous êtes, vous allez pouvoir y répondre. Là, de même, je dis, je fais le choix et je suis pas... J'ai des responsabilités à l'UMP. C'est vrai que pour moi... il n'est pas envisageable qu'il y ait plusieurs candidats de la droite et du centre, car si on veut gagner des élections, c'est unique, on les gagne et pas divisé. Et que on est dans une phase un peu particulière où vous allez avoir plein de gens qui vont se déclarer candidats, mais peu seront sur la ligne de départ parce qu'on oublie juste une chose, c'est les parrainages. Bon, très bien, vous soulignez cette question qui est importante et le financement. Plein de gens pourraient être sur la ligne de départ. On va finir avec ce chapitre politique. Nous passerons à vos dossiers et peut-être aussi Jean-Louis Borloo. Est-ce que, comme Ramayet, est-ce que vous connaissez la tentation Borloo? Ah non, mais non. Non. Non, mais je vous dis, on doit pas... question. Vous n'y avez jamais pensé? Non, mais c'est que je vous dis, je vais 2 fois par semaine dans les quartiers. J'essaye de m'occuper de différents problèmes. Donc tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même des problèmes d'un microcosme. Comment on peut être ministre sans faire de politique? Parce que quand vous êtes ministre, vous êtes d'abord ministre d'un gouvernement et vous portez l'intérêt général. Justement. Et donc c'est ça aussi. Et dans ce gouvernement, vous avez des gens du centre, vous avez des gens de la société civile et vous avez des gens de l'UMP. Et qu'un gouvernement est là pour faire l'union nationale. Vous faites partie de ce gouvernement. Est-ce que, quand son principal ministre, on pense à Claude Guéant, dit que les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont l'impression de ne plus être chez eux, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce gouvernement pour lequel vous travaillez ardemment? Je suis très à l'aise dans ce gouvernement. Même avec ce genre de paroles. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties de son contexte. Moi, j'ai pas de difficultés particulières et il me semble, quand moi-même j'ai tenu des propos sur les départs d'un chef d'État égyptien, je crois que la presse ne m'a pas fait non plus beaucoup de cadeaux. Ni François Fillon d'ailleurs. C'est pas le cas. Ça, c'était l'interprétation. Il vous l'a pas reproché? J'ai été convoquée, mais François Fillon m'a soutenue pendant les jours qui ont suivi. Il a refusé votre démission. Il a refusé ma démission et il m'a accompagnée dans ces moments difficiles. Donc je peux vous dire à quel point la presse, alors même que ce que vous pouvez dire est juste, parce qu'en l'occurrence, une semaine après... On déforme tout, c'est ça? Non, pas du tout. Je dis pas ça. J'ai dit je jetterai jamais la pierre à quelqu'un parce que je sais à quel point la presse peut être féroce. On va parler de vos dossiers, mais dites-moi pourquoi c'est si compliqué pour vous, la porte-parole des jeunes que vous êtes, de faire entendre sa voix, sa différence dans ce gouvernement? Alors du coup, là, ça va vous détonner, mais je ne pensais pas avoir cette tonalité sur Public Sénat. La seule chose que je vais vous dire, c'est que c'est pas dur de parler de la jeunesse ou de faire des choses avec la jeunesse. Ce qui est plus dur, c'est éventuellement d'intéresser la presse à venir dans les quartiers, à venir là où il y a la jeunesse. Moi, je peux vous le dire, c'est comme ça qu'on fait. Par exemple, presse comme certains politiques d'ailleurs, hein, parce que c'est une charge contre la presse qui n'est pas un peu généralisée. Non, je veux dire, je reconnais, on n'est pas très nombreux à aller dans des quartiers où effectivement ils concentrent un certain nombre de difficultés. Voilà, c'est-à-dire des taux de chômage élevés, c'est-à-dire des gens qui sortent du système scolaire très tôt, des gens qui n'ont pas un réseau. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des thèmes qui vous portent, qui sont très chers pour vous. Il y a, vous en parlez, c'est le suicide des jeunes. Et là, je parle des jeunes enfants. D'ailleurs, vous avez une mission, une étude là-dessus. On a confié à un neuropsychiatre, quelqu'un qui a travaillé sur la résilience, qui est Boris Cyrulnik, qui doit nous remettre un rapport, parce que moi, les sujets qui m'intéressent, c'est savoir comment se fait-il que dans ce pays, que la deuxième cause de mortalité des moins de 25 ans soit le suicide. La première cause de mortalité étant les accidents automobiles qui est liée à une consommation excessive d'alcool, qui témoigne d'un mal-être. Alors, je vais vous dire, ça va vous paraître encore surprenant. Moi, les problèmes d'un microcosme très réduit ne m'intéressent pas. Par contre, j'essaye d'avancer sur un certain nombre de sujets. Vous comprenez que quand vous êtes une femme politique, on vous pose des questions politiques. Non, mais je sais, mais posez-moi la question de savoir comment on peut, quand on est politique, un traitement.
vous posez les questions de l'actualité, mais justement, puisque vous parlez de traitement, est-ce que vous avez les moyens de mener cette politique ambitieuse dont vous parlez en faveur des jeunes? Est-ce qu'on vous donne les moyens aujourd'hui? Écoutez, on est dans un... Aujourd'hui, la politique de la jeunesse, je ne suis pas la seule dans ce gouvernement à la porter. Il y a le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, avec un budget de plus de 60 milliards d'euros, qui est en augmentation par rapport à l'année précédente. C'est Valérie Pécresse, c'est 24 milliards d'euros. C'est le ministre de l'Emploi, c'est Xavier Bertrand. Et donc... Et moi. Combien avez-vous? On dirait que vous êtes un petit peu la dernière. C'est un ministère qui est autour d'un budget de 200 millions d'euros, voilà. Donc, merci beaucoup, Jeannette Bourrat, d'avoir accepté de répondre à certaines questions. Oui, mais j'avoue que je pense que si on veut intéresser les Français à la politique, il faut parler de leurs problèmes à eux et pas parler des problèmes de la classe politique qui n'a rien d'intéressant. Toute la classe politique alors aussi. La suite du 22h, nous allons parler à présent de la situation en Libye. Alors que le conflit se prolonge, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, prévient que la France va intensifier ses frappes aériennes, mais le ministre exclut toujours l'intervention de forces au sol. Sur place, les rebelles évoquent le chiffre de plus de 10 000 morts. Tous les détails avec Fabrice Cunet. C'est Axel Poniatowski qui a relancé le débat. Faut-il envoyer des troupes au sol en Libye? Pour le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, l'OTAN doit déployer des forces spéciales. Objectif, mieux guider les frappes de la coalition et ainsi éviter l'enlisement. Refus catégorique d'Alain Juppé aujourd'hui. Je reste pour ma part tout à fait hostile à un déploiement de forces sur le terrain. Cette prise de position intervient alors que les Européens réfléchissent à de nouvelles formes d'action pour aider les insurgés. Les Britanniques enverront des conseillers militaires, les Italiens de l'armement. Il existe des instruments techniques extrêmement importants, comme des systèmes de vision nocturne ou des radars d'interception. Il s'agit de différents types d'armements pour l'autodéfense et c'est cela dont nous parlerons lors de notre prochain rendez-vous. Des annonces faites alors que le président du Conseil national de transition est en Europe, un déplacement en forme d'appel à l'aide, car sur le terrain, la situation des insurgés serait critique. Après Rome, Mustapha Abdel-Jalil sera reçu ce mercredi à l'Elysée. Allez, la suite du 22h. Dans un instant, nous allons parler de la Tunisie. Où en est le pays 4 mois après l'immolation du jeune Bouazizi qui a provoqué, vous l'avez vu, des réactions en chaîne dans le pays et la fin du régime de Ben Ali. La transition démocratique est-elle bien engagée? Nous verrons tout cela avec le président de la haute instance de la réforme politique, Yad Ben-Achour. C'est juste après le tour de l'info et il est préparé pour vous ce soir par Bérengère Dinglas. Les fonctionnaires vont devoir se serrer la ceinture. Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement annonce le gel de leur indice salarial pour 2012. François Baroin insiste sur le fait que par le biais des primes, le pouvoir d'achat de ces quelques 5 millions d'agents sera maintenu. Un discours qui n'a pas convaincu les syndicats. Ils ont quitté la réunion en cours. On assiste, je n'ai pas peur des mots, à d'une part une paupérisation d'une partie de la population des agents de la fonction publique et d'autre part à une spicardisation de tous les autres agents, y compris les cadres. 550 millions d'euros sur les 740 manquants, c'est ce qu'a finalement réussi à réunir la communauté internationale pour construire le nouveau sarcophage de la centrale de Tchernobyl. 25 ans après la catastrophe, la chape bâtie à la va-vite est aujourd'hui fissurée. La nouvelle enceinte de confinement recouvrira le sarcophage existant. Réalisée par un consortium regroupant Bouygues et Vinci, elle devrait être achevée en 2015. Au Nigeria, le pays est en proie à de violentes émeutes depuis la réélection ce week-end du président Goodluck Jonathan. Le nord du pays, majoritairement musulman, conteste la victoire de ce chrétien du sud. Son principal rival, Muhammadu Buhari, un musulman du nord largement devancé, a appelé au calme sans résultat. La Croix-Rouge parle de plusieurs victimes et d'au moins 350 blessés. Dans l'ensemble, les observateurs ont jugé le scrutin de samedi plus honnête que les précédents. Après un mois de manifestations, le gouvernement syrien a annoncé aujourd'hui la fin de l'état d'urgence, avec le droit de manifester et l'abolition de la haute cour de sûreté de l'État. Ces mesures visent à apaiser une contestation sans précédent. Au moins 200 personnes ont été tuées dans le pays depuis le début du mouvement, mais le président Bachar el-Assad reste ferme et la répression par la force se poursuit, notamment à Homs, la 3e ville du pays où 11 manifestants anti-régime ont péri dimanche.
À Cuba, Fidel Castro quitte la scène politique mais reste soldat des idées. À 84 ans, le père de la révolution cubaine a annoncé qu'il renonçait à son poste de chef du Parti communiste. Son frère Raoul le remplaçant dans cette ultime fonction. Il est l'invité du 22h, Yad Ben Achour. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir. Alors je vais vous présenter aux téléspectateurs. Vous êtes un juriste tunisien, ancien doyen de la faculté de droit de Tunis. Vous êtes reconnu, auteur de nombreux ouvrages, et vous êtes aujourd'hui à la tête de la haute instance de la révolution et de la réforme politique en Tunisie, qui est chargée de jeter les bases de l'avenir démocratique de la Tunisie. D'abord, Monsieur Ben Achour, comment se porte la Tunisie 4 mois après la révolution? D'abord, bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission. La Tunisie, après 4 mois de la révolution, est dans un temps de passage, comme après toute révolution. C'est pour ça que nous appelons ces périodes des périodes de transition. On ajoute pour nous transition démocratique, pour bien signifier que la révolution a appelé à instaurer définitivement en Tunisie une démocratie, de rompre avec l'ancien régime, avec le parti unique, le chef unique, l'omnipotence et la répression, et d'instaurer véritablement une démocratie. Donc c'est une période de transition vers la démocratie. Il est évident qu'après une période de révolution, après cette première vague, cette immense vague qui a emporté l'ancien régime avec toute sa puissance, on ne peut pas s'attendre logiquement et naturellement à ce qu'il n'y ait pas de secousse mineure sur l'équilibre social en général, l'équilibre économique, politique et social. Et la Tunisie vit actuellement une période de transition, donc, qui va aller vers le mieux, j'espère, mais qui est quand même caractérisée par une certaine tension, qui est loin d'être une situation de détresse, très loin d'être une situation de détresse, mais quand même une période de perturbation. Alors, quand vous avez pris la tête de cette haute instance de la révolution, de la réforme politique, qu'est-ce que vous avez trouvé, sur quel fondement la Tunisie d'alors reposait ? Dans un premier temps, c'était réellement une commission de réforme politique qui devait refaire les lois liberticides construites par l'ancien régime. Nous devions faire le toilettage de l'ensemble de ces lois qui organisent la vie publique, notamment la loi sur les associations, le code de la presse, la loi électorale, etc. Vous avez revu tout de fond en comble ? Nous n'avons pas eu le temps de le faire pour la bonne raison que cette commission de réforme politique a très vite changé de nature, parce qu'on lui a ajouté un conseil qui est un conseil représentatif et éminemment politique, qui représente les partis politiques, les associations non gouvernementales et les ONG qui ont combattu l'ancien régime, et du coup, plus des personnalités nationales, plus des représentants des régions, je me suis retrouvé d'un coup avec une instance politique à gérer. Et une tâche très délicate. Et M. Ben Achour, avec cette instance qui est très hétéroclite, disons quelle a été l'urgence? Quelle loi vous avez réaménagée d'urgence? Alors, dès lors que la Tunisie a décidé, et plus exactement le peuple a décidé en imposant sa volonté à celle des gouvernements, dès lors que le peuple tunisien a décidé de rompre définitivement avec l'ancien régime et de faire une nouvelle constitution. Donc l'idée s'est imposée de réunir une assemblée constituante, de faire élire une assemblée constituante, et le président de la République même a donné une date précise pour l'élection en annonçant que ça sera le 24 juillet 2011. Dès lors que l'idée s'est imposée de faire élire une assemblée constituante, il s'en est suivi automatiquement que toutes les autres affaires ont été suspendues et que la concentration de l'attention s'est portée sur la loi électorale, parce que nous ne pouvons rien faire avec l'ancienne loi électorale. Et on peut le comprendre, beaucoup de gens attendent de cette élection. Donc le 24 juillet est très importante. Il y a une 50aine de partis qui sont dans les starting blocks pour y participer. Selon vous, est-ce que ce foisonnement de partis, certains diront cette jungle de partis, est-ce qu'elle risque de faire émerger, de favoriser la mouvance islamiste, celle d'Ennahda, qui a un discours des gens plus construits et plus représentatif aujourd'hui? Vous me dites 50 partis. Oui, mais 50 partis, en fait, ce n'est pas très inquiétant en tant que tel. Ça ne fera que refléter la diversité de l'opinion en Tunisie, la diversité de l'électorat, etc. Mais est-ce que le meilleur va pouvoir récupérer la mise? C'était ma question. Parce qu'il a des partis peuvent récupérer.
plus repérable D'abord, pourquoi aujourd'hui? lui et pas un autre? On n'en sait rien encore, on n'en sait rien. Nous savons qu'il y a des partis mieux organisés et peut-être plus, disons, qui ont plus de poids électoral. Disons ça, nous le savons. Mais nous ne savons pas quel sera le résultat des élections pour la bonne raison que nous avons mis sur pied un système électoral qui ne permettra à aucun parti d'avoir la majorité absolue de la Chambre. C'est le scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des plus forts restes. Pendant que nous parlons à l'instant, de nombreux migrants tunisiens continuent d'arriver sur les côtes italiennes. Pour beaucoup d'entre eux, le point d'arrivée, le point de chute, c'est la France qui oppose aujourd'hui un discours et même des actes de fermeté. Comment vous percevez l'attitude de Paris ? Il est très délicat pour moi de juger l'attitude du gouvernement français. Je suis président de la haute instance de la Révolution. Je vais quand même d'abord statuer un petit peu sur le passé, si vous voulez. Le gouvernement français les gouvernements français nous ont parfois surpris par des attitudes un peu condescendantes vis-à-vis de l'ancien régime. Maintenant, nous allons tourner la page, nous allons vers du nouveau. Nous n'allons pas nous accrocher aux mauvais souvenirs. Il faut construire pour aller vers l'avant. Le problème de la présence des Tunisiens est un problème d'abord juridique extrêmement compliqué, parce que nous ne savons pas exactement quel est leur statut juridique. Et il y a ici, entre la France et l'Italie... C'est le juriste qui me répond, mais sur le plan humain. Sur le plan humain, écoutez, les affaires humaines doivent être traitées humainement. Et par conséquent, il faut qu'on trouve des solutions justes et équitables, non pas sur le plan juridique, mais sur le plan humain. Et puis, écoutez, là, je vais vous dire franchement, ce problème n'est pas uniquement un problème de relations inter-européennes et surtout pas un problème entre l'Italie et la France. C'est un problème tunisien avant tout. C'est à la Tunisie de faire en sorte que il n'y ait pas ces flots de... Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une partie de notre jeunesse qui n'est pas contente de son sort, qui fuit son pays. Donc c'est à la Tunisie d'agir. Est-ce qu'on peut comprendre au moment où il y a une transition démocratique? Évidemment, ça va ensemble. D'abord, le phénomène existait, ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous l'avons toujours eu. Et ça prouve que nos pays n'ont pas su résoudre les problèmes de développement, les problèmes de justice sociale et les problèmes de la jeunesse et surtout le chômage. Pour finir, Yad Ben Achour, la Tunisie, on le rappelle, a été le premier pays à faire sa révolution. Maintenant, on va dire qu'il faut réussir cette transition. Mais dans un environnement régional qui est très compliqué, la Libye à côté, avec ce qui se passe, ça peut être un facteur de déstabilisation. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur les épaules de chaque Tunisien et chaque Tunisienne. Est-ce que, selon vous, ça je vous demande votre sentiment personnel, est-ce que vous pensez que le défi sera relevé par la Tunisie? Le défi est en train d'être relevé. Les conseils de protection de la Révolution qui sont dans le sud de la Tunisie, l'armée tunisienne, l'administration tunisienne, le Croissant Rouge tunisien font des efforts magnifiques, absolument dignes de respect pour soulager la population des réfugiés, n'est-ce pas? Et il y a un travail de bénévolat, un travail humanitaire qui se fait sur ces lieux qui est absolument remarquable. Donc la Tunisie est en train de beaucoup travailler pour résorber le flot des réfugiés et surtout les Libyens qui viennent demander refuge, mais également les étrangers non arabes qui sont sur les lieux. Les artistes tunisiens, les organisations non gouvernementales, la Ligue des droits de l'homme, le Croissant Rouge, l'armée tunisienne, et les conseils de protection, je parle des conseils régionaux, font un travail magnifique de bénévolat, chacun y met de sa poche. Hommage aujourd'hui. Ah oui, moi je suis plein d'admiration pour tous ces gens qui donnent de leur temps, de leur argent personnel, de leur fortune personnelle pour venir en aide à ces réfugiés. Merci beaucoup Yad Ben Achour d'avoir été notre invité ce soir. Je vous remercie. Et nous arrivons à présent à la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre aujourd'hui. Opération reconquête de l'opinion pour Nicolas Sarkozy en déplacement dans les Ardennes. Plus de 4 ans après son discours à la France qui se lève tôt. Le chef de l'État en berne dans les sondages tente de renouer avec les Français. Mais pour Martine Aubry, la première secrétaire du PS, il restera le président du gagner moins et payer
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les autour ce soir de Marine Le Pen. Très belle soirée à vous et à demain. Les mariages princiers de Kate et de William en Angleterre et d'Albert et de Charlène à Monaco remettent les royautés au goût du jour. Mais à quoi sert un roi au XXIe siècle? Quels sont les souverains qui gouvernent et ceux qui se cantonnent à faire de leur fonction un symbole? Les monarchies ont-elles encore de beaux jours devant elles? Émission spéciale dans Parole du Monde. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 22h30 sur Public Sénat. L'attentat qui a fait exploser notre immeuble quand j'avais 8 ans, les grandes campagnes de presse contre Jean-Marie Le Pen, le divorce de mes parents ultra médiatisé, enfin bon, il y a eu beaucoup de choses qui fait que pour moi la politique c'était vraiment... Fille de Jean-Marie Le Pen, elle explique avoir souffert de l'image du FN. Depuis 10 ans, elle s'est donc employée à dédiaboliser, comme elle dit, l'image de son parti, d'abord dans l'ombre de son père et aujourd'hui comme chef, à la place de son père. Alors, quelle est sa stratégie et comment compte-t-elle s'y prendre pour imprimer sa marque? Aujourd'hui, certains de ses adversaires la jugent plus fréquentable que son père, d'autres l'estiment plus dure. Mais qu'en pense Marine Le Pen? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, celle à qui les sondages prédisent un joli score en 2012, nous sommes allés dans son bureau à Nanterre, la faire réagir à toute une série d'images et d'analyses. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau, au siège du Front National à Nanterre. C'est un bureau que vous avez gardé, vous n'avez pas changé de bureau en devenant présidente, vous êtes restée au même endroit. Non, moi j'aime bien mon bureau, je l'avais choisi, il me plaisait, il me plaît toujours. Et je suis assez imperméable à l'aspect matériel de la fonction. Voilà. Et votre père a gardé son bureau lui aussi. Exactement. Son bureau de président. Son ancien bureau de président. Oui, il est toujours président, d'honneur. D'honneur. Alors on va revenir là-dessus, justement, puisque donc vous avez succédé à votre père il y a quelques semaines, et lors de votre discours, vous lui avez adressé un hommage. On va en revoir un extrait commenté par un journaliste que vous connaissez bien, qui connaît bien le Front National, Christophe Forcari. Je vous montre. Jamais peut-être une expression imagée de notre belle langue n'aura été aussi adaptée que celle de passer le flambeau. Ce flambeau, celui du Front National, si magnifique et si prestigieux à mes yeux de militante, que je reçois de surcroît des mains de Jean-Marie Le Pen. Longtemps, il n'a été qu'une petite flamme, qu'avec quelques compagnons unis par un incroyable courage